Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale préparée par la rédaction de TV78. Nous sommes le lundi 25 avril, voici les titres. Emmanuel Macron réélu président de la République, il arrive également largement en tête dans les Yvelines avec 71,05% des voix. Mais le candidat LREM perd des électeurs par rapport au scrutin de 2017. Au contraire, Marine Le Pen recueille plus de 40 000 voix supplémentaires depuis la dernière élection présidentielle dans le département. 26,51%, c'est l'abstention de ce deuxième tour dans les Yvelines. La mobilisation est certes supérieure à celle du niveau national, mais le chiffre est un record. Jamais aussi peu d'électeurs ne s'étaient déplacés aux urnes depuis le scrutin de 1969. Record absolu en la matière avec une abstention de 32,17%. Et puis direction Drocourt dans cette émission, ce petit village du nord des Yvelines n'a pas réussi à départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, une égalité parfaite pour les deux candidats avec 50% des suffrages obtenus. Et nous nous projetterons aussi sur l'élection qui est présentée comme le troisième tour de cette élection présidentielle, le scrutin des législatives au programme les 12 et 19 juin prochains. Avec moi en plateau aussi tout au long de cette édition, les journalistes de la rédaction de TV78. J'accueille déjà Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. Qui nous fera un point dans un instant, notamment sur la participation et même plutôt l'abstention, puisque c'est le chiffre à retenir dans les Yvelines. Lui aussi sera avec nous tout au long de cette édition par visioconférence. C'est Raphaël Mata-Duvigneau, bonsoir. Bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Professeur de droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Paris-Saclay, et on vous voit régulièrement sur TV78 chaque vendredi dans la rubrique Legal Checking, parce que vous faites également partie des surligneurs, et dans Legal Checking, chaque vendredi, vous décryptez l'actualité et les propos des personnalités politiques. Voilà, c'est parti pour cette édition spéciale. Et le premier point de cette émission avec Nicolas sur les chiffres de la participation dans les Yvelines. On va même parler au contraire, je le disais, d'abstention, car c'est la donnée qui a marqué le deuxième tour de cette élection présidentielle. Oui, et je vais vous proposer d'abord de revenir il y a 2 semaines. Rappelez-vous, 22% des électeurs yvelinois ne s'étaient pas déplacés aux urnes. Et cette fois-ci, c'est 26,5% des électeurs qui ont boudé les urnes pour ce second tour. Même si ce score est légèrement inférieur à la moyenne nationale de 28%, c'est quand même un record dans les Yvelines depuis les élections de 1969 qui opposait Georges Pompidou et Alain Power, où on dépassait les 32% d'abstention. À titre de comparaison, en 2017, on était à 23,6%, 17,7% en 2012 et 13,8% en 2007. Et quelles sont les communes, Nicolas, où on a le moins voté ? Eh bien, pas de surprise, c'est le même phénomène qu'au premier tour. Ce sont dans les quartiers populaires où les électeurs ne se sont pas déplacés. Et si on trouvait un fort taux d'abstention, c'était notamment les villes où on avait voté Jean-Luc Mélenchon. Toutes les villes qui avaient classé le candidat LFI en première position à plus de la majorité absolue au premier tour ont dépassé les 30% d'abstention. À noter par exemple au Mureau, 44,4% d'abstention, Chanteloup-les-Vignes 41,34% ou encore Mantes-la-Jolie avec 41,58%. Et au contraire, où est-ce que les électeurs yvelinois se sont le plus mobilisés ? Du côté des communes où les électeurs se sont mobilisés, c'est les mêmes villes que pour le premier tour. Voisin-le-Bretonneux avec 18,22% d'abstention, Viroflay avec 19,69%, Croissy-sur-Seine avec 20,58%. En tout cas, ce sont toujours des villes où Emmanuel Macron dépasse les 70%. Voilà, allez-y, oui. Vous voulez ajouter quelque chose sur le vote blanc ? Sur le vote blanc, voilà, le vote nul, il était d'1% au premier tour et il est passé à 4,2% au second tour. Merci Nicolas pour ce premier point. Voilà pour ce constat. On va tenter de trouver quelques explications. Une abstention record, Raphaël Mata-Duvigneau, du jamais vu, on le disait, pour la France et aussi pour les Yvelines depuis le scrutin de 1969. Comment on peut expliquer le désintérêt de ces électeurs sur cette élection présidentielle ? Comment vous l'analysez ? Alors, le désintérêt pour les électeurs a de multiples explications, à mon avis. La première, c'est que effectivement les candidats au second tour, en tout cas, ne suscitaient pas forcément une forte adhésion. D'une part, c'est vrai qu'il y avait le rejet de Marine Le Pen d'un côté, et de l'autre côté, la façon dont Emmanuel Macron a pu éventuellement gouverner, enfin la perception de la méthode de gouvernement d'Emmanuel Macron, et puis les crises des gilets jaunes et le coronavirus. Donc ces deux phénomènes ont créé, je pense, d'une part, un phénomène d'abstention et de rejet. D'autre part aussi, et ça c'est très important, je pense que ce soit au premier tour ou au second tour, la question de la qualité. C'est très fort comme mot, mais de la qualité des candidats. Il est vrai que
par rapport à d'autres élections précédentes, le personnel politique, l'offre politique était peut-être d'une qualité en deçà et ne répondait pas aux aspirations, aux attentes. Et je pense qu'il y a un décalage entre d'un côté les programmes présidentiels, les programmes politiques, et de l'autre le quotidien, les attentes, les aspirations des citoyens qui ne se retrouvent pas dans l'offre politique. Et donc cet ensemble génère, à mon avis, une abstention. On a vu, il y a différents taux d'abstention selon les villes. Il y a aussi une progression du vote blanc. Est-ce qu'à votre avis, il y aura un avant et un après élection présidentielle de 2022? Est-ce que ça peut peut-être amener à des évolutions législatives? De plus en plus d'électeurs demandent notamment la prise en compte du vote blanc. Alors oui, je ne sais pas si la prise en compte du vote blanc est une bonne chose. Par contre, ce qui est clair, et ça le président réélu l'a affirmé dès hier soir, c'est que il y aura une nouvelle méthode de gouvernement. Et je pense, et ça a été dit par beaucoup, il est fort probable qu'une réforme constitutionnelle ou même simplement une réforme législative ait lieu au niveau des législatives, en tout cas, mettre en place un système de proportionnel, ce qui permettrait peut-être d'avoir une meilleure représentativité de la population, de la configuration politique générale, et ce qui permettrait finalement aux personnes d'aller voter et d'avoir l'espoir, l'aspiration d'être représentées à minima par un ou une députée à l'Assemblée nationale. Ce qui permettrait là aussi de redynamiser cette vie politique. Ça, c'est un premier point. Et un autre point aussi important, c'est qu'il faudra probablement réinventer la manière dont on conçoit la démocratie, dont on conçoit la citoyenneté et la participation. Et ça, c'est une chose importante sur le long terme. Ça se transforme pas d'un coup de baguette magique, mais il va falloir entamer probablement des négociations sur les questions de démocratie participative, de proportionnel, le recours au référendum. Voilà. Bref, redynamiser. Je pense que c'est un moment important. On a pu, certains le disent, on a failli arriver au pire, j'en sais rien. C'est pas mon rôle de le dire. Mais en tout état de cause, je pense que c'est un bon élément, un bon moment pour un renouveau démocratique, un nouveau souffle. Et comme pour la France entière, Emmanuel Macron remporte le deuxième tour de cette élection présidentielle dans les Yvelines. L'écart est plus conséquent dans le département, 71,05% des voix pour le président sortant, 28,95% pour Marine Le Pen qui gagne tout de même 40 000 électeurs de plus depuis 2017. Face à cette victoire d'Emmanuel Macron et à la hausse des voix en faveur de Marine Le Pen, il y a des satisfactions à la fois d'un côté chez les représentants yvelinois de la République En Marche, mais aussi du Rassemblement national. Nicolas, on va commencer par le camp des vainqueurs. Et effectivement, et direction un bar à Versailles où les militants de la République En Marche étaient réunis. Il est 20h et regardez l'ambiance. Et ces estimations seront confirmées durant la soirée. Emmanuel Macron remporte cette élection avec 58% des suffrages au niveau national, un résultat largement dépassé dans les Yvelines. Le président de la République sortant enregistre plus de 71% des suffrages dans le département. À noter son meilleur score yvelinois, à Croissy-sur-Seine. Comme au premier tour, plus de 81% des électeurs ont choisi Emmanuel Macron. Autre résultat, au-delà des 80% à Viroflay. À noter aussi que Saint-Germain-en-Laye devient un fief de la République En Marche, avec notamment Arnaud Péricard, le maire de la ville, qui soutient Emmanuel Macron. Et dans cette commune, il recueille plus de 78% des voix, des résultats satisfaisants pour les militants yvelinois de la majorité présidentielle. Très heureux de cette réélection pour un second mandat. On va pouvoir continuer les projets qui sont en cours. Je suis très, très satisfaite. Je trouve que le score de 58%, c'est très bon. C'est une très belle victoire. On peut dire il y a 5 ans, c'était autre chose, c'était ceci, c'était cela. 58%, c'était inespéré. Une large victoire d'Emmanuel Macron dans les Yvelines, mais une large victoire à relativiser d'abord, parce que vous en avez parlé, il y a l'abstention et le vote blanc, puis par rapport aussi aux résultats de 2017 et à la montée du Rassemblement national, le président de la République avait recueilli en 2017 77% des voix, et en 5 ans, en fait, il perd 6 points de pourcentage aux dépens de Marine Le Pen, une situation qui devra être prise en compte dans le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Il faut écouter les gens, il faut comprendre, il faut faire plus de pédagogie, il faut avoir un gouvernement qui soit élargi
où ils n'ont pas l'impression d'être exclus. Le score d'Emmanuel Macron diminue par rapport à celui de 2017, mais en même temps, il a fait preuve de responsabilité. Il a compris entre les deux tours les enjeux du point de vue climatique. Il a également été à l'écoute des différents candidats du premier tour qui n'avaient pas été sélectionnés pour le deuxième. Il va falloir que dans ce deuxième quinquennat, on traite l'ensemble des sujets qui préoccupent tous ces Français, qui les conduisent à voter pour une candidate qui manifestement ne peut pas être présidente de la République de mon point de vue. Et pour moi, c'est un vote de contestation. On continuera à plaider, nous, pour la proportionnelle, parce que je crois qu'aujourd'hui, dans cette nécessité de rassembler le pays, il faut que l'ensemble des Français puissent être représentés. Et je crois que quelque part, le message qui a été aussi envoyé ce soir avec cette abstention, c'est que les Français ont besoin d'avoir une représentation, quelle que soit leur idée, quel que soit leur candidat à l'Assemblée nationale, au Parlement. Alors, Raphaël Matat-Duvigneau, vous avez parlé de réforme constitutionnelle, institutionnelle. Qu'est-ce que doit faire Emmanuel Macron dans la principale préoccupation des Français aujourd'hui, notamment le pouvoir d'achat, et puis réconcilier ces deux France qu'on a vues durant ce scrutin, la France rurale, périurbaine, et puis la France qui gagne, disons, celle qui est inclue dans la mondialisation et plus urbaine? Alors, je ne suis pas le mieux placé pour dire au président Macron ce qu'il doit faire. Par contre, effectivement, il y a deux éléments sur lesquels je pense pouvoir apporter un éclairage. Le premier élément, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, la réforme institutionnelle. Je pense que on ne pourra pas échapper durant ce quinquennat à une réforme en tout cas, du pouvoir législatif. Probablement une proportionnelle, alors un scrutin majoritaire avec une dose de proportionnelle, je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, et les propos du président du MoDem des Yvelines sont tout à fait justes, il va falloir trouver les instruments démocratiques permettant de redonner finalement, ce que je disais tout à l'heure, de redonner une pleine effectivité à ce qui fait le cœur de notre Constitution, de notre 5e République. La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce soit par ses représentants, soit par le référendum. Et donc, il va falloir trouver les instruments juridiques, ça c'est au gouvernement de le trouver, permettant justement ce renouveau. Donc, je suis assez favorable à une proportionnelle, ou en tout cas un système assez proche. Ça, c'est un premier élément. Un autre élément sur, on va dire, le programme politique. Je n'ai pas l'ambition de dicter à Emmanuel Macron ce qu'il doit faire. Par contre, je pense pour essayer de permettre aux Français de se retrouver sur des valeurs, sur des principes communs, je pense qu'il y a 5 ou 6 chantiers essentiels. La santé, la justice, l'éducation, l'écologie, l'environnement et l'économie, évidemment. Alors, ce sont des mots très, très faciles, mais je pense que ce sont des grands chantiers sur lesquels le futur gouvernement devra insister et intensifier son action, peut-être même prioritaire. Des actions prioritaires, et je pense que ce sont des thématiques qui permettront aux Français, à tous les Français, de se retrouver. Et là, peut-être, finalement, redonner du goût à la politique aussi. On verra quelle sera la réponse d'Emmanuel Macron dans les prochains jours. Alors, du côté du RN, Nicolas, quels sont les enseignements par rapport aux résultats du Rassemblement national, justement? Eh bien, le Rassemblement national progresse dans les Yvelines. Un chiffre, Grégory, résume bien ce phénomène. 40 000 électeurs supplémentaires pour Marine Le Pen par rapport au second tour de 2017. Une progression de 6 points de pourcentage au niveau départemental. Sur les 259 municipalités des Yvelines, la candidate du Rassemblement national arrive en tête dans 28 communes. Et sur cette progression, je vous propose d'écouter la députée européenne yvelinoise Mathilde Androuet et le délégué départemental du Rassemblement national, Laurent Morin. La campagne de Marine Le Pen, pendant ces 8 mois de campagne, a été une campagne de qualité, une campagne de proximité. Elle a su établir un lien de confiance, je pense, avec une grande partie des Français. Je pense qu'il y a eu un transfert dans l'entre-deux tours de certaines personnes de gauche, j'imagine de certains électeurs de Mélenchon, qui, gardant quand même une logique sociale, se sont reportés sur nous. D'où un peu ce saut, ne serait-ce qu'en voix. Et on retrouve le même phénomène qu'au premier tour. Ce sont les zones rurales qui ont voté pour la candidate du Rassemblement national, notamment les zones qui sont limitrophes avec le département de l'Eure-et-Loir, et puis aussi au sud Yvelines avec l'Eure-et-Loir. Plusieurs scores significatifs dans les Yvelines. D'abord, ce petit village de Flacourt, la candidate du Rassemblement national obtient 61% des suffrages. Résultat plus significatif avec 2 communes du nord des Yvelines, avec plus de 2000 habitants. Porcheville et Bonnières, les 2 communes. C'est dans ces 2 communes, Marine Le Pen arrive en tête avec 51% des voix pour
pour Bonnières-sur-Seine et un peu plus de 51,5% à Porcheville. Il y a une progression aussi du côté des grandes villes. Oui, dans les grandes villes, elles progressent et on en a choisi une, la plus symbolique, c'est Versailles. La candidate RN a noté, c'est une percée notable pour la candidate du Rassemblement national à Versailles. Elle dépasse les 30% des suffrages. Elle gagne 7 points de pourcentage par rapport à 2017 si on fait le comparatif. Un scrutin où elle avait récolté plus de 23% des voix. Donc vous voyez, 7 points qui séparent ces deux résultats. Et à ce propos, on écoute à nouveau Mathilde Androuet et Laurent Brun. C'est sans doute dans cette sociologie si particulière de la ville de Versailles, comme à Saint-Germain et comme dans l'Est des Yvelines, peut-être l'effet bénéfique de la candidature d'Éric Zemmour et un report de voix plutôt satisfaisant, je pense, dans ces villes-là. Dans les Yvelines, ce terme même de droite a une importance dans des territoires tels que Versailles. C'est vrai que les scores de M. Zemmour étaient intéressants dans ce point-là. Donc je pense qu'à la limite, ça sera peut-être des éventuelles discussions très localisées. C'est vrai qu'on a eu des très bons rapports dans l'entre-deux tours avec des gens situés, enfin les équipes de Zemmour situées autour de Versailles. Raphaël Mataduvino, une question toute simple. Quel est l'avenir du Rassemblement national, notamment dans un territoire comme les Yvelines ? Pour être honnête, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Tout dépend en réalité de la réalité des personnes qui ont voté pour Marine Le Pen. C'est-à-dire que le vote Le Pen, est-ce que c'est un vote véritablement d'adhésion ? C'est la vraie question en réalité. On le voit, on le sait, beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon se sont reportés sur Marine Le Pen au second tour. Quelle est la véritable part des électeurs de Marine Le Pen ? C'est la vraie question. Maintenant, je pense que ce soit au niveau des Yvelines ou au niveau national, contrairement à ce que l'on entend ou ce que l'on lit un petit peu partout, il y a quand même un constat que l'on doit effectuer et dresser depuis plusieurs années maintenant, c'est que le vote pour Marine Le Pen, en tout cas pour le Rassemblement national de manière générale, il est stable. Il est stable et il progresse. Donc, on doit se poser certaines questions. Alors, l'avenir du RN, je n'en sais rien, mais je ne pense pas qu'il est voué à disparaître. Je pense qu'il est voué à avoir une place assez importante et, je vais dire, centrale dans l'échiquier à droite. Et je pense que pour l'instant, en tout cas pour le moment, il est incontournable. Voilà. Après la place, je ne peux pas vous dire évidemment, mais on constate que le vote, malgré tout, progresse. Il est stable. Donc, il est là. C'est pas simplement un accident. Oui, parce qu'on se posait la question après le premier tour, Raphaël Mataduvino, on disait que Marine Le Pen stagnait finalement dans les Yvelines, elle avait gagné qu'un seul point par rapport au premier tour en 2017. Là, le constat est différent puisqu'on voit qu'elle gagne 40 000 électeurs si on se base sur le deuxième tour de 2017 dans les Yvelines. Donc vous le disiez, est-ce que vous commenciez à avancer, on peut le voir plutôt comme un vote de rejet à Emmanuel Macron plus qu'un vote d'adhésion, c'est ça ? Oui, bien sûr. Je pense que l'ampleur du score de Marine Le Pen hier est liée principalement à un vote de rejet d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une évidence. Mais il y a quand même une base structurelle assez importante pour elle, malgré tout. Et on rappelle que le Rassemblement national avait un ancrage local entre 2014 et 2020, puisque Mantes-la-Ville a été la seule ville d'Île-de-France à avoir un maire Rassemblement national. Et si les électeurs étaient hier appelés à faire un choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les habitants de Drocourt, eux, n'ont pas réussi à trancher. Dans la commune yvelinoise, les deux candidats sont arrivés à égalité parfaite lors de ce deuxième tour. On retrouve sur place Mathilde Franco et Patrick Jacques de Dixmude. Je me trouve à Drocourt, un petit village situé au nord des Yvelines avec 343 habitants. Ici, au second tour de la présidentielle, il y a eu 50% pour Emmanuel Macron et 50% pour Marine Le Pen. Nous allons aller à la rencontre des habitants. Et bon, moi je suis pas déçue. Avec les promesses qu'il a fait M. Macron, je parlais avec une copine pour les retraites et tout ça. C'est pas très décevant. Moi j'ai voté pour Le Pen. Le Pen aussi. Moi j'aurais pensé que Le Pen aurait passé avant et Macron, avec tout ce qu'il dit, et c'est pas toujours vrai, mais ça m'étonne. Je ne suis pas vraiment surprise des résultats, peut-être même que je pensais que Le Pen passerait davantage puisqu'elle avait fait un meilleur score que Macron au premier tour. Voilà, après ce que je pense des résultats, pas forcément hyper satisfaite. Voilà, j'ai voté pour ce qui me semblait être le mieux. J'ai pas voté pour une conviction absolue sur la personne les deux personnes qui se présentaient, quoi. Voilà. Après, on verra bien ce que ça donnera. J'espère que M. Macron en aura pris note. C'est ce qu'il a dit hier. Maintenant, je crois qu'on attend beaucoup pour lui, quoi. Je suis actuellement avec le maire de Drocourt, Dominique Pierret. Bonjour. Bonjour.
Alors dans votre village, il y a eu 50% de voix pour Emmanuel Macron et 50% de voix pour Marine Le Pen. Comment est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. Disons que effectivement, si vous voulez, on n'est pas loin donc, de la commune de Mantes-la-Jolie. J'ai fait quand même donc, 24 logements sociaux sur la commune. Et je me souviens très bien, quand on a fait donc, ces logements, eh bien, on avait des réactions où les gens avaient un petit peu peur. Qu'est-ce que l'on va avoir comme population, etc. Donc il y a la proximité de Mantes-la-Jolie qui est quand même dans toutes les têtes des Drocourtois. Vous l'aurez compris, malgré cette égalité parfaite entre les deux candidats au second tour de la présidentielle, les Drocourtois et les Drocourtoises attendent beaucoup du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Édition spéciale de la rédaction de TV78 pour revenir sur le résultat des élections présidentielles avec un focus particulier sur le département des Yvelines. On a vu les réactions côté La République En Marche, côté Rassemblement National. Je rappelle également que tout au long de cette édition, il y a avec nous par visioconférence Raphaël Mata Duvigneau qui est professeur de droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et également au plateau avec nous qui nous a rejoint Justine Brasier de la rédaction de TV78. Bonsoir Justine. Bonsoir Grégory. Alors dans les Yvelines, d'autres élus locaux en dehors de ceux de La République En Marche et du Rassemblement National se sont exprimés. Vous faites le point justement sur les différentes réactions de ces hommes politiques ou femmes politiques yvelinois. Exactement. Alors en majorité, les élus locaux ont félicité le président Emmanuel Macron pour sa réélection. Certains étaient rassurés du résultat, mais résultat mitigé car beaucoup de votes reportés pour ce second tour vers Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite et non pour ses idées. Donc je vous propose d'écouter des propos recueillis par Mélanie Poquet. Tout en apportant des félicitations très républicaines, hein, bien sûr, je n'apporte pas un blanc-seing malgré tout à tout ça. Je pense que le résultat est un résultat qui ne satisfait pas tout le monde dans la mesure où effectivement on peut ressentir tout un report de voix qui n'était pas forcément dans un positif total pour Emmanuel Macron. Rassuré de voir que l'extrême droite n'est pas passée malgré tous les messages et toutes les craintes qu'on a pu avoir dans les derniers temps, parce qu'effectivement, on comprenait bien que cette fois-ci, les choses ne se poseraient pas de la même façon que lors des élections précédentes où le Rassemblement National ou le Front National était présent et où on avait vu se marquer clairement un front républicain. Là, cette fois-ci, les choses étaient plus troubles. D'autres élus se sont exprimés via les réseaux sociaux. C'est le cas de Pierre Bédier, président de la fédération Les Républicains 78 et également président du conseil départemental des Yvelines. Il a réagi en disant, je cite, « La réélection du président Macron est un soulagement puisqu'elle prouve que l'espérance républicaine est encore la plus forte, mais cette espérance ne peut pas continuer de fonder l'idéal national que si le président donne l'élan aux réformes nécessaires. » Et puis également, bien sûr, Valérie Pécresse, candidate à l'élection présidentielle 2022 pour les Républicains, a également réagi, elle, hier soir, via les réseaux sociaux toujours, via Twitter. Je cite, « J'adresse mes félicitations républicaines à Emmanuel Macron. Sa victoire ne doit pas masquer les fractures de notre pays, conduisant Marine Le Pen à un score inédit. » On rappelle son ancrage local, elle a été députée des Yvelines et actuellement conseillère municipale de la commune de Vélizy-Villacoublay. Alors on parlait, Justine, en début de journal, du taux d'abstention très fort, un taux d'abstention record depuis 1969 dans les Yvelines. Les élus locaux, que pensent-ils de ce sujet, justement ? Alors, d'une manière générale, ils tirent un peu la sonnette d'alarme. Un taux, vous l'avez dit, c'est un taux record d'abstention qui s'explique par le fait que les citoyens en question ne se sont pas sentis pour ce second tour représentés. Et donc, soit ils ne se sont pas sentis concernés ce dimanche, soit ils ont voulu montrer qu'ils n'étaient pas satisfaits. La réaction, justement, de représentants locaux, micro de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. L'essentiel a été préservé. L'extrême droite ne prend pas le pouvoir en France. C'était ce pourquoi nous étions essentiellement mobilisés depuis le premier tour. Mais la situation démocratiquement est inquiétante. Une partie importante des Français ne croit plus dans le système démocratique. Beaucoup se sont abstenus. On l'a vécu en particulier ici à Trappes. Et on constate que l'extrême droite maintenant dépasse les 40%. Même la jeunesse, et surtout la jeunesse, ne ressent pas cette nécessité de faire entendre sa voix. Et pourtant, c'est le seul moyen aujourd'hui en France. Donc, j'ai pas l'impression que ça s'améliore. Donc, il va falloir faire un gros travail. On a eu aussi beaucoup plus de votes nuls, de votes blancs sur ce second tour que sur le premier où nous n'en avions quasiment pas. Donc là, il y a tout de même une expression d'insatisfaction qui sort.
Merci Justine Brasier de nous avoir partagé ces réactions. Et au lendemain de cette élection présidentielle, résultat de ce deuxième tour, plusieurs candidats déjà battus lors du premier tour, battus aussi lors de ce deuxième tour, parlent du troisième tour de l'élection présidentielle, les élections législatives qui vont arriver les 10 et 19 juin prochains. On va parler dans un instant des enjeux. Raphaël Matta-Duvigneau, le résultat de la présidentielle, on l'a présenté, Emmanuel Macron qui a été réélu mais qui est en perte de vitesse, c'est également le cas dans les Yvelines, le Rassemblement national qui gagne du terrain, on peut aussi parler de la percée de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour. Est-ce que c'est à votre avis un avant-goût de ce qui peut se passer pour les élections législatives ou au contraire c'est un tout autre scrutin et on repart à zéro entre guillemets? Alors, en fait, il y a une double réponse. Et juste avant, si vous me permettez, j'aimerais juste revenir sur les témoignages qu'on vient d'entendre. Ce qui est vrai, c'est que depuis longtemps, et en fait ce n'est pas depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est depuis très longtemps en réalité, il y a un problème en France d'acceptabilité de la décision démocratique. Et on le voit avec la multiplication des mouvements sociaux, des manifestations dans les rues. Dès qu'une loi est adoptée, on n'est pas content, donc on descend dans la rue. Et il y a aussi, donc je remets pas en cause le droit de manifester évidemment, mais ce qu'on observe, c'est vraiment une multiplication, une prolifération, si vous voulez, de ces contestations, parfois violentes, d'une décision démocratique et légitime. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que l'un des enjeux d'Emmanuel Macron, du quinquennat d'Emmanuel Macron, va être essayer de redonner cette confiance dans le système démocratique. Voilà, je ferme la parenthèse. Concernant les enjeux des législatives, évidemment, un président de la République ne peut pas gouverner s'il n'a pas de majorité au Parlement, puisqu'il va nommer le Premier ministre en fonction de la majorité parlementaire. Plusieurs choses à voir. La configuration du système législatif fait que c'est un scrutin uninominal à 2 tours, et donc on vote en fonction de personnes dans des circonscriptions électorales. Et donc là, la question du localisme va beaucoup jouer, c'est-à-dire que les électeurs vont malgré tout essayer de voter pour quelqu'un qui va véritablement les représenter. Ça, c'est un premier élément. Et donc parfois, on va voter pour quelqu'un qu'on connaît, pour quelqu'un qu'on a l'habitude de voir, et donc peut-être que ce système de rejet ne fonctionnera pas. On peut penser aussi que les Français sont malgré tout légitimistes, c'est-à-dire qu'ils ont, même par défaut, à voter élu un président, ils vont essayer de lui donner une majorité. En tout cas, une majorité va essayer de lui confier les rênes du pouvoir. Je pense que le Front National ne pourra pas prétendre, à mon avis, ne pourra pas prétendre avoir une majorité à l'Assemblée. Par contre, ce qui est vrai, c'est le jeu des alliances entre LFI, le PS, les écologistes, peut-être les communistes, et peut-être que cette alliance, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, cette alliance pourrait donner du fil à retordre à LREM. Je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon gagnera les législatives, ce n'est pas mon propos, je n'en sais rien, je ne suis pas devin. Mais en tout cas, je pense qu'il est fort probable que le camp de gauche, mené par Mélenchon, obtienne un nombre très important de députés. Tout l'enjeu pour chaque parti politique sera d'obtenir au minimum 15 députés pour avoir un groupe parlementaire et avoir les droits qui y sont afférents. Et ensuite, dernier point, c'est que finalement, d'une certaine manière, il vaudrait mieux pour Emmanuel Macron qu'il n'ait pas une grande majorité, comme il a pu l'avoir en 2017-2022, mais une majorité confortable, mais pas écrasante. Comme ça l'obligera à négocier, à discuter avec les autres partis, et ce qui finalement fera peut-être des compromis, et ce qui sera aussi peut-être plus acceptable pour la société. Et alors, quels sont les enjeux de ces élections et à quoi pourrait ressembler ce scrutin dans le département des Yvelines? Je vous propose d'écouter Patrice Carmouze, directeur de l'information de TV78. L'élection présidentielle à peine terminée, tous les regards se tournent vers ce qu'on appelle le troisième tour, c'est-à-dire les élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Alors, dans l'histoire de la Ve République, et notamment depuis l'instauration du quinquennat, les Français ont toujours donné au président qu'ils venaient d'élire une majorité au Parlement. Mais cette règle se confirmera-t-elle en juin prochain ? Non pas après l'élection, mais après la réélection d'Emmanuel Macron. C'est toute la question. Alors, quelle est la situation dans les Yvelines ? Rappelons d'abord qu'en 2017, c'est un véritable raz-de-marée pro-macroniste qui a
emmener 11 députés sur les 12 circonscriptions, 11 députés MoDem ou OLREM à l'Assemblée nationale. Seule la 8e circonscription, celle de Limay, de Mantes-la-Ville, de Mantes-la-Jolie, a confirmé le sortant, qui s'appelle Michel Vialet, qui était LR, qui a été soutenu très fortement d'ailleurs par Pierre Bédier, dans son fauteuil de député. Mais en 2017, la situation nationale était différente. François Fillon avait réalisé dans les Yvelines près de 28% des voix. Ça n'a pas été le cas cette année de Valérie Pécresse, qui, dans son propre département, n'a réalisé qu'à peine 8,5% des voix. Cette fois, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec près de 33% au premier tour et 71% au deuxième tour. Cette nouvelle donne aura évidemment des conséquences sur les législatives. On peut penser qu'elle favorisera les candidats de la majorité présidentielle. C'est d'ailleurs ce que semble penser le responsable du MoDem et maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique, au micro de Nicolas Dandry. J'annonce rien sur les législatives parce que je pense qu'il y a encore une grosse campagne, une nouvelle campagne qui va commencer. Mais on a la possibilité de réaliser quelque chose d'important comme on l'a fait en 2017 sur ce département. C'est un département qui est profondément ancré au centre. Et donc il va falloir continuer à travailler sur l'ensemble des circonscriptions, dans tous les territoires des circonscriptions, à la fois dans les quartiers populaires, à la fois dans les quartiers dits plus riches. Et encore parler là aussi à tous les Yvelinois. Reste que dans certaines circonscriptions, des circonstances particulières risquent de peser. C'est le cas par exemple de la 11e circonscription, celle de Bois d'Arcy, d'Elancourt et de Trappes. Elle était gagnée en 2017 par l'actuelle ministre de la Ville, Nadia Hay. Et puis elle est revenue au cours d'une partielle en 2020 à Philippe Bennassaya, qui s'y est présenté sous l'étiquette LR. Or, c'est dans cette circonscription que Jean-Luc Mélenchon, au premier tour des présidentielles, a réalisé ses meilleurs scores, remportant par exemple plus de 60% des suffrages à Trappes. D'où l'idée qu'un candidat de gauche, LFI ou apparenté, puisse remporter cette circonscription qui fut naguère, ne l'oublions pas, celle de Benoît Hamon. Reste à trouver le candidat ou la candidate qui fera l'unanimité sur son nom, ce qui n'est pas gagné. Une chose est sûre, ce candidat ne sera pas Ali Rabé, qui préfère conserver ses fonctions de maire de Trappes, comme il l'a confié à Patrick Jacques de Dismude. Moi, je ne serai pas candidat, puisque je suis maire de Trappes et pleinement à ma tâche. On ne peut pas être maire et député, je ne le souhaite pas, je suis contre le cumul des mandats. Donc je me concentre sur Trappes, mais j'estime qu'en tant que maire de Trappes, j'ai une responsabilité pour soutenir, encourager les candidats qui se présenteront. Et pour faire en sorte que ces candidats soient les candidats de toute la gauche et pas seulement d'un parti. Donc j'y œuvrerai dès demain. Reste à savoir quelle sera l'attitude de la droite, des macronistes et de la gauche républicaine face à ce danger d'une victoire mélenchoniste. Réussiront-ils à s'accorder sur le nom d'un seul candidat? Est-ce que Philippe Bennassaya, candidat LR ou député sortant LR, mais qui vient du giscardisme, est Macron-compatible? C'est de la réponse à ces questions que dépendra le sort de cette circonscription. Autre circonscription à observer, la 3e circonscription des Yvelines, celle de la Selle Saint-Cloud, du Chesnay et de Saint-Don-la-Bretèche. Béatrice Piron, la députée sortante, se verrait bien faire un deuxième mandat, comme elle l'explique à Nicolas Dandry. Je suis candidate à l'investiture, c'est sûr, puisque j'ai fait un seul mandat et j'aimerais bien en faire un deuxième. Évidemment, pour l'instant, rien n'est statué. Pour l'instant, on n'a travaillé que sur les présidentielles. On attend avec impatience l'annonce des investitures. Seulement voilà, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, lorgne sur cette circonscription, aux grandes dames d'ailleurs de la plupart des députés sortants LREM, qui voient d'un mauvais œil ce parachutage. Mais n'y a-t-il pas là un risque de division qui pourrait profiter à la droite LR, qui a longtemps tenu cette circonscription? Voilà une autre question qui se pose. Quant au Rassemblement national, finaliste de cette élection présidentielle avec Marine Le Pen, il reste, même s'il a progressé, relativement faible dans ce département. Marine Le Pen n'a terminé que 3e au premier tour, derrière Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, et même si elle réalise d'assez bons scores dans la 8e circonscription, celle de Mantes-la-Jolie, de Mantes-la-Ville, ou même dans la 9e, qui est une circonscription plus rurale, dont le sortant est Bruno Millienne, elle obtient quand même moins de 40% des suffrages, trop loin pour réaliser une surprise aux législatives.
Peut-être une surprise aux législatives. Raphaël Matta-Duvigneau, ça a été rappelé dans cette chronique de Patrice Carmouze. La République En Marche, avec son allié du MoDem, avait remporté 11 des 12 circonscriptions yvelinoises en 2017, avant de perdre la 11e lors d'une législative partielle, la 11e circonscription qui a été gagnée par le député LR Philippe Bennassaya. Ça semble compliqué aujourd'hui de revoir un raz-de-marée à LREM comme on avait pu le voir en 2017 ? Ah oui, je pense, soit au niveau des Yvelines, même si je ne connais pas vraiment bien la sociologie des Yvelines, mais en tout cas au niveau national, je pense qu'on n'aura pas de raz-de-marée. C'est sûr. Il y a trop de défiance, vraiment trop de défiance et de rejet de la part d'une partie de la population concernant la politique menée par le gouvernement. Donc, il n'y aura pas de raz-de-marée. Il y aura un nombre important de pertes, c'est sûr. Et puis, en fait, ce qui va être important de voir, c'est qui finalement va récupérer certaines voix LREM. Est-ce que ce sont les LR? Ou alors, est-ce que c'est, s'ils arrivent à se reconstruire suite à l'épisode de la présidentielle, ou est-ce que c'est ce que je vais appeler le bloc des gauches, mené probablement par Jean-Luc Mélenchon? Voilà. En fait, finalement, l'enjeu va être là, et c'est ce que je disais tout à l'heure. L'important pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir une majorité, mais pas trop imposante. Comme ça, il va pouvoir mener sa politique, mais il devra composer avec les autres, il devra discuter, il devra faire des compromis, et ce sera beaucoup plus simple. Donc, pour vous répondre très simplement, non, il n'y aura pas de raz-de-marée, il y aura simplement, je pense, une majorité une majorité, point. Et voilà. Mais comme ça a été rappelé aussi, les Français sont légitimistes, donc ils vont malgré tout donner une majorité à Emmanuel Macron. Avec forcément aussi. Oui, allez-y. Terminé. Oui, et comme en 2002, finalement, lorsque Jacques Chirac a été opposé à Jean-Marie Le Pen, finalement, il a eu une majorité, même s'il y a beaucoup de personnes rejetaient sa politique également. Les Français lui ont malgré tout donné une majorité pour gouverner juste après. Avec un autre enjeu forcément qui sera à prendre en compte, celui de l'abstention. On rappelle juste les chiffres en 2017, 47,42% d'abstention au premier tour dans les Yvelines, 54,68% au deuxième tour. Merci Raphaël Matta-Duvigneau d'avoir été avec nous tout au long de cette édition spéciale. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'université Versailles, 50 ans en Yvelines, Paris-Saclay, membre des Surligneurs. Et je rappelle aussi qu'on vous retrouve chaque vendredi sur TV78 dans la rubrique Legal Checking qui décrypte l'actualité et les propos des personnalités politiques. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de votre fidélité. Merci à Justine Brasier, à Nicolas Dandry de la rédaction de TV78. Merci à l'ensemble de la rédaction et aussi à l'équipe technique de TV78. Cette édition spéciale est bien sûr à revoir en replay sur notre site internet et notre application mobile. Belle soirée sur TV78.